There's Blake to Roy. This is for the win. Drexler. Oh, no! It counts, and Drexler. The Portland Trailblazers select Damian Lillard. It's Lillard. He got the shot off. Lillard, good! And the Blazers win the series for the first time in 14 years! Salut à tous, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode du Ripcast, le seul et unique podcast francophone dédié à la franchise NBA des Portland Trail Blazers. Et on se retrouve certainement pour le moment le plus excitant de la saison NBA, la post-season. Au sprint final, les Blazers ont décroché leur place en play-off pour nous offrir plutôt une alléchante confrontation pour les play-offs face aux Nuggets. Et pour analyser cette série en long, en large et en travers, j'ai avec moi celui qui est sûrement bien content que les Blazers aient évité le play-in. Grâce à cela, il a pu engranger là, cette semaine quelques précieuses heures de sommeil. C'est évidemment Adrien. Comment vas-tu ? Hello Lilian, écoute, ça va très bien. Ouais. On peut se reposer avant d'attaquer très fort samedi. T'auras ta dose de sommeil d'ici là ? Ouais, on est reparti pour une dose, on est reparti pour ne pas dormir pendant une semaine et plus, si affinité. Et pour nous accompagner sur ce podcast, c'est l'un de nos rookies qui va connaître ses premiers playoffs. Pas trop stressé, Romain ? Non, tout va bien. Salut l'équipe. Alors, tant mieux. Alors, on va pouvoir disséquer dans cette preview la dynamique des deux équipes, les clés tactiques, les facteurs X, mais on va aussi donner nos interrogations sur la série. Car oui, je pense qu'on n'aura pas réponse à tout et on aura peut-être tort sur certains points. Donc, on va on va essayer d'explorer toutes les pistes possibles dans l'heure qui va suivre et peut-être même un peu plus. Et juste avant, n'oubliez pas votre routine habituelle, abonnement sur YouTube, des likes sur les plateformes de podcast et évidemment des commentaires à foison si vous avez envie de partager avec nous votre avis sur la série. En attendant, preview du premier tour des playoffs 2021, on est parti. Et après l'épique demi-finale de conférence d'il y a 2 ans entre Blazers et Nuggets, les deux équipes se retrouvent cette fois au premier tour des playoffs. Alors si Denver a plus ou moins toujours trusté les premières places de la conférence Ouest, pour finir au final à la 3e place avec un bilan de 47 victoires et 25 défaites, les Blazers ont été un peu plus crescendo, on l'a vu tout au long de la saison, pour finir au final au 6e rang et compiler 42 victoires pour 30 défaites. Alors si on commence avec les Blazers, messieurs, pour parler de la dynamique de fin de saison des deux équipes, j'ai envie de vous demander, messieurs, à quel Portland on aura droit en play-off ? Est-ce que c'est celui qu'on a eu pendant un bon 3/4 de la saison avec une très mauvaise défense notamment, ou celui-là qui a réussi à finir en boulet de canon la saison ? Je vais demander à toi, Adrien, pour commencer, et peut-être que tu vas me dire que la réponse se situe entre les deux. Non, moi je pense que le Portland qu'on va voir, c'est le Portland qu'on a vu sur le dernier mois. Parce Toujours que optimiste, c'est. Adrien. Vas-y. Ouais, non mais toujours, mais là pour le coup, en mettant de côté mon optimisme légendaire, parce que tout simplement c'est la seule période où on a vu cet effectif au complet. Après, faut pas s'attendre à ce qu'on stompe autant nos adversaires, et en l'occurrence les Nuggets, comme ça a été le cas sur cette série de 12 matchs où on termine en 10-2. Mais en tout cas, sur le papier, c'est sûr que l'effectif, on l'a eu au complet sur le dernier mois. Pas sur les 12 derniers matchs. On a eu aussi une période dans le dur avec le 5 au complet, mais ça y est, on commence à retrouver nos marques. Sur les 3 premiers quarts de la saison, on a eu 25 matchs aussi sans McCollum et Nurkic. Voilà, je pense que le vrai visage qu'on va montrer, c'est le visage qu'on a montré sur les 12 derniers matchs de la fin de saison. T'es du même avis un peu, Romain ? Je l'espère. Je suis sûr qu'on a été transformé en fait là sur les dernières semaines. Je suis sûr qu'on va trouver une équipe qui sera compétitive, mais après c'est toujours un test de voir à quel point ce qu'on a vu sera validé en play-off. Et je reste avec toi, Romain. Est-ce qu'on peut dire que Denver a eu une saison un peu à l'inverse de Portland, même s'ils ont, voilà, je l'ai dit, ils ont réussi au final à conserver leur 3e place et être plus ou moins réguliers sur toute la saison. Ils ont un peu connu, c'est un peu la dynamique inverse Denver.
Ouais, ils ont eu un petit coup de mou au dernier mois, là, en mai, où ils font un bilan, je crois, à l'équilibre. Mais sinon, c'est une équipe plutôt stable, on va dire très, enfin, sûre d'elle, quoi, assez linéaire. Ils avaient aussi, je crois, un départ aussi un peu lent. Mais après, sur le reste de la saison, ils sont assez, en gros, ils ont pas trop bougé. Ouais, on peut rappeler aussi qu'ils ont perdu Jamal Murray au cours de la saison, donc ça a forcément aussi impacté l'équipe. Même constat, toi, Adrien? Ouais, exactement le même constat. En fait, on a eu une première pas de saison similaire. Je crois qu'on se tenait avec Denver. On avait quasiment le même bilan à un moment donné. Et puis, et ben nous, on a complètement sombré. On s'est retrouvé sur une série avant, du coup, les 12 matchs que je citais, où on était en 10-2. Sur les 12 matchs d'avant, on est en 9 défaites pour 2 victoires, quoi, du coup, ouais, les 11 matchs d'avant. Donc, nous, on a complètement sombré. Eux, ils ont continué de performer. Et là où nous, on a performé, disons qu'ils ont eu un bilan égal, notamment dû à la blessure de Jamal Murray, mais ils s'en sortent quand même très, très bien à la blessure du bras droit de Jokic. Alors, messieurs, si vous le voulez bien, on va vite enchaîner sur les clés de la série, va certainement intéresser nos auditeurs. Alors, je vous ai demandé un peu de faire vos devoirs pour cette preview. On va commencer d'abord avec les aspects pour chaque équipe qui peuvent faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. On va commencer avec toi, Romain, parce que je trouve que tu as un argument à l'avantage de Portland et qui, je pense, mais j'en suis sûr même, revient systématiquement dans toutes les différentes previews qu'on peut lire ou qu'on peut écouter sur cette série. Vas-y. Euh, tu parles De ton deuxième de- argument. Ok, alors bah oui, effectivement, c'est nos options offensives. Je crois que depuis que Powell est arrivé, on a tout simplement trop de solutions, quoi. Offensivement, c'est vraiment compliqué de nous stopper. Notre offensive rating, je crois qu'on est premier sur les 15 derniers matchs, ou voire peut-être même depuis le transfert de Powell. Donc, franchement, je pense que de ce côté-là, la transformation qu'on a eue, je pense que du côté offensif, moi, je pense qu'elle est validée en fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on reverra en playoff. Et du coup, j'ai très peu de doutes sur ce côté-là. En fait, clairement notre point fort. En fait, la question, c'est comment Denver va faire pour essayer de nous ralentir, quoi. Ouais, c'est vrai. Et donne tout de suite ton deuxième argument parce que justement, comment ils vont ralentir avec. Alors, il y a la puissance de feu de Portland, mais en plus, Denver, voilà, on l'a dit, avec Jamal Murray notamment, a perdu des hommes. Ouais, ils ont perdu. C'est vrai ils ont des blessés. Alors, apparemment, Barton serait disponible pendant la série. Mais il y a aussi PJ Dozier qui est pas là. Et bon, bah voilà, et Murray, quoi. Et on a vu ce qu'il a fait l'année dernière contre Utah. Je pense que c'est un gros point positif pour nous qu'il ne soit pas là, quoi. Ouais, c'est clair, on va voir ça. Et toi, Adrien, donne-nous, toi, ton argument en faveur de Portland. Bah, mon premier argument, c'était la dynamique, parce que donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on sort du coup, enfin, on arrive en playoff avec une série sur 12 matchs de 10 victoires pour 2 défaites, donc on est sur une excellente dynamique, un très bon momentum. Et le deuxième, c'est l'expérience. L'expérience, j'ai pas exactement la stat sous les yeux, je vais essayer de la trouver, mais on cumule quand même beaucoup plus de matchs de playoff que l'équipe de Denver en face. On a des joueurs d'expérience, on a des Lillard qui, voilà, ça fait quand même 8 saisons d'affilée que cette équipe-là elle va en playoff. Alors tous les joueurs de l'effectif n'ont pas tous fait les 8 saisons, mais il y a quand même, voilà, McCollum qui est là depuis un moment. On a Nurkic aussi qui commence, même il a pas encore énormément de matchs références en playoff, il a pas encore énormément de, voilà, c'est des joueurs d'expérience, c'est des joueurs qui se connaissent. Carmelo Anthony, Norman Powell qui a été champion aussi avec Toronto, donc voilà, je pense que l'expérience, il est clairement de notre côté par rapport à Denver. Et puis, ouais, et puis voilà, comme on le disait aussi, il y a la dynamique de la saison. On dit que souvent que c'est un peu le visage d'une équipe qu'elle montre, on va dire, sur les 30 derniers matchs et ce qu'elle peut proposer en playoff. Donc voilà, on l'a dit, les Blazers sont sur une dynamique vraiment positive avec ce rush de fin de saison, comme elle en a souvent l'habitude, alors que Denver n'a pas été dans le creux de la vague, mais voilà, a su juste limiter les dégâts en l'absence de Jamal Murray. On peut passer peut-être au point fort côté Denver. Ouais, je te coupe, j'ai retrouvé la stat. Alors, je fais rapidement, hein, mais Carmelo Anthony, c'est 77 matchs de playoff.
Normal Powell, c'est 67 matchs de playoff, Lillard 55, Kanter 54, McCollum 51. Donc à eux 4, ils ont plus de matchs en playoff que tout l'effectif des Nuggets et largement quoi. Donc voilà, c'est juste pour appuyer mon argument sur l'expérience. Et un joueur avec un titre, Norman Powell. À pas négliger non plus. En plus de Exact. de tous les autres qui ont l'expérience. On peut peut-être passer à, bah tiens, Adrien, tu gardes la main avec Denver. Quelle serait la force pour Denver face à Portland? Quel avantage ils ont face aux joueurs de l'Oregon? Moi, je dirais que c'est les certitudes qu'ils ont au niveau de leur collectif. C'est-à-dire que nous, toute la saison, on s'est cherché. On a eu beaucoup de blessures, on a eu une arrivée et des départs, du coup, avec l'arrivée de Norman Powell dans le trade pour Gary et Rodney Hood. On a eu beaucoup de changements de rotation, on a eu beaucoup de joueurs, par exemple Delson Jr. qui démarque la saison en tant que titulaire, qui a complètement disparu de la rotation. Voilà, donc c'est tout frais. Tandis que les Nuggets, ça fait quand même plusieurs années qu'ils ont un collectif qui est bien rodé. Ils ont des joueurs comme Campazzo et comme d'autres joueurs qui émergent, qui vraiment viennent se greffer à ce collectif-là qui n'a pas bougé, même en l'absence de Jamal Murray. Donc eux, ils ont plus de certitude au niveau du jeu collectif et même de la défense collective que nous, en fait. Et nous, comme le disait très bien Romain, on se repose sur nos armes offensives, l'espèce de triple menace arrière, le monstre à trois têtes, Lillard, McCollum, Powell. Mais voilà, la synergie, elle n'est pas encore tout à fait là, ou en tout cas, elle a été là sur quelques matchs, mais on a moins on a moins de certitude à ce niveau-là que Denver. Ouais, Romain parlait notamment voilà de cette différence de puissance de feu, mais à l'inverse, Denver peut compter sur un collectif, pas forcément des joueurs qui peuvent, en dehors peut-être de Jokic et de Porter Junior, créer par eux-mêmes, mais qui peuvent contribuer, notamment, enfin, qui sont mis en lumière par Nikola Jokic, n'est-ce pas, Romain? Bah ouais, tout à fait. Bah, Jokic, on voit sa saison, il a été d'une régularité monstre, quoi, et je pense qu'il est à l'image de son équipe, en fait. Et comme, enfin, moi, je vais dans votre sens, c'est que ils ont plus de références aussi. Ils ont tapé des grosses équipes plusieurs fois dans la saison, même au niveau statistique, défense ou attaque, ils sont d'une régularité incroyable. Même avec Murray, ils baissent pas tellement, quoi. Donc voilà, ils sont réguliers, ils sont constants et voilà, je pense que c'est vraiment leur grosse force. Et toi, de ton côté, Romain, c'était quoi ton argument? Toi, tu partais un peu plus sur le hors terrain en faveur de Denver. Ouais, ben, moi, c'est toujours ce qu'il faut regarder en playoff, c'est les coachs, quoi. Et Mike Malone me paraît très fort. C'est toujours, voilà, c'est un duel, on peut pas prévoir à l'avance ce qui va se passer, mais il me semble qu'il est plus, comment dire, dans la recherche du truc qui va déséquilibrer l'adversaire, qui va pouvoir tenter à un moment une line-up avec quatre grands. Enfin, il est plus peut-être dans l'innovation sur quelque chose qui va peut-être faire basculer la série. Alors que j'ai l'impression qu'on est plus, on va dire, plus dans la réaction. On attend de voir, on a une solution et on attend de voir si on y bouscule ou pas, en fait. Et puis il y aura aussi l'aspect du public, alors qui sera moindre qu'auparavant, avec l'avantage du terrain pour Denver après qu'ils aient fini troisième de la saison régulière. Mais c'est vrai, voilà, tu le mentionnais, on cherchait justement combien de personnes pourront accueillir les deux équipes. On n'a pas forcément la trouvé. On vous laissera peut-être chercher. On vous le communiquera sur nos comptes respectifs avec Adrien et moi-même quand on le saura. Mais c'est vrai que pour revenir sur cet aspect du coaching, on a souvent… Alors, Terry Stotts a été critiqué cette saison. Il a souvent, ces dernières années, aussi été sous le feu des critiques un peu en play-off pour un manque d'adaptation, pas forcément d'une rencontre à l'autre. On a vu que dans une série, il était capable de s'adapter, mais c'était plus qu'au au cours d'un même match où il est parfois un peu frileux face à Mike Malone, qui justement est, je pense, un petit peu plus imaginatif. Tu es d'accord avec ça, Adrien? Ouais, complètement. C'est en match, des fois, on a besoin d'une adaptation. On a besoin d'un choix fort à un moment donné et il le fait pas. Et le match d'après, par contre, il peut complètement sortir le joueur de la rotation et on peut ne plus le voir pendant 10 matchs. Mais sur le match en question, parfois il manque, il a du mal à prendre de vraies décisions et c'est ça qu'on va lui reprocher. Et donc, forcément, au niveau du coaching, on va être, je pense on peut quand même appeler ça un mismatch, même si, encore une fois, au niveau de l'expérience, Terry Stotts, il a quand même une sacrée expérience en playoff. Mais, euh, mais, euh, mais on a toujours cette crainte qui manque d'adaptation, qui sont un peu bornés et qui décident de faire jouer
je prends un exemple tout con, mais qui décide de faire jouer Simons, qui décide de faire jouer Melo, McCollum et Kanter en même temps, même si on prend une vague, bah, il va être borné, il va continuer et il va avoir du mal à s'adapter. Là où Mike Malone, pour le coup, lui a prouvé qu'il était capable de s'adapter et de faire des changements à tout moment, si ça peut être bénéfique. Eh bien, voilà, on a fait le tour. Moi, pour Denver, le secteur où je voyais qu'ils pouvaient prendre l'avantage, et c'est tout bonnement déjà, ça se voit dans les statistiques, c'est au niveau du rebond. Denver, cette année, c'est la deuxième équipe qui a le plus de pourcentage au rebond offensif. C'est 29% des rebonds de l'équipe qui sont offensifs. Et en fait, leur grosse force, alors c'est pas forcément Nikola Jokic, voilà, c'est pas forcément alors c'est un bon rebondeur, mais c'est pas non plus l'élite de l'élite. Mais surtout que j'ai vu que il y a 6 joueurs de Denver qui ont au moins un rebond offensif de moyenne par match. Et puis alors, ça a été permis. Alors ils ont des joueurs de très grande taille et très physiques sur le front de court. Je pense à Paul Millsap, à Jamichael Green, au renfort d'Aaron Gordon durant la trade deadline, même Michael Porter Jr. qui est un ailier très grand. Et je me dis qu'à Portland, alors celui qui a un peu aidé les Blazers, notamment dans le secteur du rebond offensif, c'était Enes Kanter. Mais est-ce qu'il jouera autant de minutes qu'en saison régulière? C'est pas garanti. Et on en parlera après. Et aussi, Portland, on en a vu cette saison, avait des difficultés justement à sécuriser son rebond défensif. Donc je me dis que ce duel entre le fait que Portland doit réussir à sécuriser son rebond offensif face à une équipe de Denver qui est très forte pour justement piquer des secondes chances pour piquer des rebonds offensifs et obtenir des secondes chances, je me dis que ça peut avoir son rôle si les Nuggets dominent dans le secteur du rebond et plus globalement dans la pâture, parce qu'on sent vraiment que c'est un affrontement backcourt des Blazers, frontcourt des Nuggets. Je pense que ça peut avoir un gros impact sur la série. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut réagir à ça. Ouais, bah en plus, il y a le risque aussi que Nurk soit obligé un peu d'aller au large pour un peu, on va dire, chasser Jokic, même si Jokic vient aussi à l'intérieur, mais il y a ce truc que à un moment Jokic shoot à 3 points, Nurk va devoir peut-être le suivre, et du coup à ce moment-là, on se retrouve très petit pour prendre les rebonds. Et tu anticipes presque ma question de fin, qui sera si Nurkic justement ira au large ou pas. En tout cas, est-ce que Terry Stotts va donner pour consigne à Nurkic de chasser Nikola Jokic au large? Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur ce point, Adrien. Non. Alors on peut passer on peut continuer de voir si vous avez bien fait vos devoirs. Maintenant, on va passer aux joueurs Factor X. Alors forcément, on sait que Damian Lillard et Nikola Jokic, même on peut compter CJ McCollum et d'autres vont faire le job, mais on se demande s'il y a des joueurs. Voilà, on a choisi chacun dans chaque équipe un joueur qui pourrait être le Factor X. Je vais commencer avec toi, Adrien, parce que c'est un joueur qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison à Portland. Il est aussi arrivé sur le tard, mais qui pour toi pourrait avoir un impact dans cette série. Ouais. Pour moi, pour Portland, le Factor X, ça peut être Rondae Hollis-Jefferson. Je pense que si on a été le récupérer comme ça en fin de saison, c'est le cas de le dire, on a été le chercher. Je pense que c'est justement pour ces moments-là. Je pense que en fonction du match-up, et là en l'occurrence, on se retrouve face à un front court, comme tu l'as dit, qui va être très dangereux. Donc, pour moi, c'est un besoin. Pour moi, on a besoin de faire jouer ce mec-là. On a besoin de l'envoyer en mission défensive parce qu'on va se retrouver avec un front court du coup, comme je l'ai dit, avec Michael Porter Jr., avec Aaron Gordon, avec Paul Millsap, avec Nikola Jokic. Et pour moi, ça peut vraiment représenter une clé. On sait que Rocco a ce profil-là de pouvoir défendre. Et Nikola Jokic aussi, voilà, Nurkic ne sera pas forcément, ne sera pas du tout le seul à avoir à défendre sur Nikola Jokic. Est-ce que j'ai dit Jokic? Non, j'ai dit Nurkic, c'est bon. Parce que aussi Nurkic, on sait que c'est un pivot qui fait beaucoup de fautes. Déjà contre n'importe quel pivot d'en face. Là, il va se retrouver contre Nikola Jokic, donc il y a de fortes chances aussi qu'il se retrouve sur le banc. Mettre Enes Kanter sur Nikola Jokic, bon, ça nous a un peu servi il y a 2 ans en demi-de-conf, mais honnêtement, c'est suicidaire. Et Rondae Hollis-Jefferson, il peut tout à fait aller en mission et pas éteindre, mais en tout cas, je pense qu'il va nous faire beaucoup de bien, surtout les ailiers de Denver et surtout aussi sur Nikola Jokic. Est-ce que Romain, tu es du même avis? Est-ce que Rondae Hollis-Jefferson peut retrouver du temps de jeu sur les playoffs? On sait que ce genre de joueur qui est versatile, qui défend
ça peut tout à fait avoir son rôle en playoff. C'est même le genre de joueur qu'on privilégie, même si voilà, il a de grosses lacunes en attaque. Est-ce que tu le vois jouer un petit peu dans cette série face à Denver et combien de temps? Ouais, carrément, moi je le vois jouer, hein. Enfin, je souscris à tout ce qu'a dit Adrien. Il y a des moments où on va se retrouver avec des line-up en face où il y aura quasiment que des ailiers, quoi. Donc, il va falloir qu'on mette nous aussi des ailiers. Alors, est-ce que ça sera Rondae ou est-ce que ça sera Derrick Jones? Ça, c'est à voir. Mais moi, j'espère qu'il jouera. Et après, combien de temps? Ben, j'aimerais bien juste peut-être 10-15 minutes, quoi. Mais j'aimerais bien le voir tôt en fait dans la série pour que Stotts montre tout de suite qu'il est capable d'utiliser n'importe qui en fait et à tout moment. Moi, je serais très surpris s'il le fait tout de suite. Il me surprendrait dans le bon sens du terme. Mais oui, ce serait déjà un petit acte fort de le mettre parce que ça changerait complètement des rotations qu'il a pu faire sur toute cette fin de saison. Et on va rester avec on va passer à un joueur de Denver. On va rester avec un joueur qui est arrivé cette saison. C'est moi qui l'ai choisi. C'est Aaron Gordon. Alors, c'était aussi une cible des Blazers. Enfin, en tout cas, dans les rumeurs à la trade deadline, on parlait beaucoup d'Aaron Gordon à Portland. Ça fait même plusieurs années qu'il était on va dire, dans les pourparlers. Et je trouve qu'il va avoir son impact parce que à la fois lui, offensivement, avec Denver, on risque de faire des choix, et notamment le choix de le laisser shooter à l'extérieur. Et quand il sera en défense, je me demande, est-ce que Denver le mettra des fois sur Lillard ou McCollum? C'est une question potentielle, puisque voilà, on n'a pas forcément de gros joueurs sur le front de court à défendre. Donc, est-ce que potentiellement Aaron Gordon peut être placé sur ces joueurs-là? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé son insertion avec Denver pas forcément idéale. Je l'ai trouvé très bon sur certaines séquences, pas forcément très régulier, mais j'ai trouvé qu'on a vu quelques prémices du potentiel que ça peut être Aaron Gordon chez les Nuggets. Qu'en pensez-vous, messieurs? Non, moi je suis d'accord avec toi, hein. Je trouve que quand il y avait Murray, il était peut-être mieux intégré parce que du coup, il avait pas vraiment à prendre le ballon, quoi. Il avait juste à finir les actions. Et avec Jokic, ça fonctionne super bien. Donc voilà, je pense qu'offensivement, c'est peut-être là aussi que nous, on va gagner. C'est qu'ils vont devoir se reposer un peu aussi sur lui, quoi, pour un peu créer. Et c'est pas sa spécialité. Et sinon, en défense, ouais, franchement, il est bon, hein. Donc, ils auraient tort d'essayer de pas tenter quelque chose avec lui sur Dame, quoi. Ouais, le souci peut-être, c'est qu'en fait, là, dans cette position où Denver n'a pas de Jamal Murray, Aaron Gordon semble être l'option numéro 3 en attaque. Et est-ce que tu as envie d'avoir Aaron Gordon en option 3 en playoff? Je pense pas. On va enchaîner avec toi, Adrien. Donne-nous le joueur que tu veux, que ce soit côté Blazers ou côté Nuggets. Alors moi, côté Blazers, du coup, je vais dire Rondae Jefferson. Ah oui, c'est vrai. Et côté Nuggets, il n'y a pas de souci. T'as pas révisé ta leçon pour le coup, Lilian. Tu nous reproches de. Moi, du coup, côté Nuggets, j'ai mis Facundo Campazzo, le rookie de 30 ans en provenance d'Europe. Pourquoi? Parce que je pense que Denver va pas lui demander de tourner avant par match, mais ça va être important pour eux. Du coup, comme on l'a répété plusieurs fois, leur vrai atout, ça va être leur fond de courte. Mais nous, pour le coup, à l'inverse, défensivement, là où on pêche, c'est plutôt sur le bas court. On sait, on n'est pas réputé pour avoir un bas court qui défend énormément, et on est réputé pour avoir un bas court qui est un des offensivement peut-être un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de toute la NBA. Et donc, il va falloir que, pour moi, le duo derrière, j'ai dit Facundo Campazzo, mais il y a Austin Rivers aussi qui va jouer ce rôle-là, qui vont avoir un gros taf défensif pour essayer de contenir un minimum Lillard ou McCollum. Pour le coup, par rapport à il y a 2 ans, on n'a pas les profils défensifs que sont Torrey Craig et que sont Gary Harris pour essayer de vraiment minimiser Lillard
voire même l'éteindre, comme ça a presque été le cas en 2017 où c'est McCollum qui nous sauve parce que Lillard a extrêmement bien été cerné. Là, ils vont avoir un gros travail. Et en attaque, il va falloir aussi qu'ils jouent sur nos faiblesses que sont la défense de notre backcourt. Et donc, il va falloir qu'ils mettent leur shoot ouvert tout simplement. On leur demande pas de prendre leurs responsabilités et d'arriver à 3 points en pull-up, etc. et de jouer de l'ISO. Mais quand ils vont avoir des shoots ouverts, parce que forcément sur un pick and roll avec Jokic, tu vas plus te concentrer sur Jokic qu'un Facundo Campazzo. Mais ces shoots ouverts, il va falloir qu'ils les rentrent. Je pense que ça va être ça peut être un vrai facteur X pour cette équipe des Nuggets. Et c'est un excellent créateur. Ils sont très bons aussi c'est un excellent joueur de transition. Donc je pense qu'il aura un gros rôle à jouer Campazzo sur cette série. Oui, surtout que c'est un joueur qui, quand il était en Europe, en tout cas, aimait beaucoup ses joutes de play-off. Alors voilà, on va pas comparer championnat espagnol et NBA, mais c'est à noter que c'est un joueur qui arrive à élever son niveau quand la situation le demande. Et tu vas me dire si tu es d'accord avec ça, Romain. Je pense que l'enjeu principal pour Denver avec Facundo Campazzo, ce sera sa défense sur Lillard notamment. Parce qu'on a vu que dans la série de playoffs d'il y a 2 ans, Torrey Craig avait quelques difficultés à défendre sur Lillard. Et là, Facundo Campazzo, c'est un bon défenseur pour sa taille, qui est un peu un chien de la casse, on va dire, en défense. Et est-ce que c'est pas justement le genre de profil qui peut embêter Lillard dans les écrans et qui peut peut-être réussir à le suivre sur son premier pas? Franchement, je pense que n'importe quel joueur tenir le premier pas de Lillard, c'est trop dur. On l'a vu le match contre les Suns, s'il est tranchant pareil, c'est super dur. Et je pense qu'ils vont éviter justement de mettre en ISO Campazzo devant Lillard. Par contre, c'est typiquement un joueur intelligent qui est chiant dans les prises à 2. On se rappelle un mauvais souvenir, mais par exemple de Rondo avec les Pels, c'était pas lui le défenseur principal sur Lillard, mais par contre il venait toujours aider Jrue Holiday. Et je vois Denver faire pareil et forcer Lillard à lâcher le ballon avec l'aide de Campazzo. Ouais, et juste pour rebondir sur Campazzo, même si c'est un joueur qui manque d'expérience en playoff, on l'a dit, c'est un rookie mais qui a 29 ou 30 ans, je saurais pas vous dire exactement, mais c'est un joueur qui a quand même des références, c'est un joueur qui a gagné l'Euroleague avec le Real de Madrid, c'est un joueur aussi qui a été champion du monde avec l'Argentine. Donc effectivement, comme tu l'as bien dit Lilian, c'est un joueur qui adore ces moments-là, qui a cette grinta qu'on connaît bien aux Argentins et qui est effectivement effrayant de ces moments-là, et les playoffs, ça risque pas du tout de l'impressionner, même si c'est un rookie sur le. Et c'est toi, Romain, qui va décider si on reste du côté de Denver ou si on part dans l'Oregon. Je m'étais trompé tout à l'heure, en fait, je pensais que c'était toi qui avais d'abord donné ton premier joueur. Vas-y, Romain. Je vais rester du côté de l'Oregon avec Nurkic. On l'a vu depuis qu'il est en forme. Nous a transformés, quoi, que ce soit défensivement ou même offensivement, où on a gagné en variété, en attaque, etc. Et je pense que beaucoup de clés de la série reposent sur lui. Il va être sur Jokic. Alors, pas tout le temps. Parfois, ça va switcher. Est-ce qu'on prendra de Jokic? Je ne sais pas, mais il va falloir qu'il fasse attention à ses fautes parce qu'on a tellement besoin de lui, il est tellement important que le plus de temps il est sur le terrain, mieux c'est pour nous. Et même en attaque, à quel point il peut fatiguer Jokic, à quel point il peut le dominer physiquement. Je crois que ce n'est pas la plus simple des match-ups pour Jokic. Je pense que le physique de Youssouf le gêne un peu. C'est quelque chose qu'on a déjà dit, je pense, mais Youssouf à son top, c'est peut-être le deuxième joueur le plus important des Blazers. Et franchement, c'est le moment pour lui de le montrer, quoi. Je ne sais pas si Nurkic c'est le profil le plus embêtant pour Jokic. Je trouve que le Serbe a souvent été en difficulté face à des joueurs ultra athlétiques, type, je cherche là, mais genre Richaun Holmes, des Kings. Quel autre type de pivot hyper athlétique contre qui il peut être en difficulté? Bon, là, ça me vient pas tout de suite, mais ça me fait rebondir sur un point. C'est vrai que Nurkic peut l'embêter, mais comme tu le disais, Adrien, le Bosnien, lui, souvent, il peut avoir des fautes rapidement et donc ça peut le contraindre à être sur le banc. Et qui dit Nurkic sur le banc, dit Kanter sur le terrain. Et donc, problème en défense. C'est ça. Après,
Comme l'a dit Romain, ça peut aussi tourner de l'autre côté. C'est aussi Nurkic qui peut provoquer des fautes à Jokic. On a vu sur le dernier match de la saison régulière, qui était évidemment pas un match où Jokic et l'équipe entière des Nuggets étaient à fond. C'est évidemment pas le visage qu'on va retrouver des Nuggets en playoff. Mais Nurkic, ça va être un match, ça va être un grudge match. Ça va être un match où ça va se biffer. On sait que les deux s'aiment bien, ils ont joué ensemble, ils sont coéquipiers, on l'a dit, Nurkic est passé par Denver, il y a des antécédents, on sait qu'il y a 2 ans, il y a 3 ans, pardon, quand Nurkic arrive et qu'on leur ship un spot en playoff, ils leur souhaitent bonnes vacances, voilà, quand ils s'affrontent, on sait qu'il y a un antécédent, donc forcément ça va être un duel qui va être très intéressant et qui, je pense, je pense que Nurkic peut gêner Jokic. Alors c'est sûr qu'il va certainement pas le stopper. Jokic il va tourner à 30 points, 15 rebonds, 8 passes sur la série sans aucun problème. Par contre, je pense qu'en attaque, Nurkic peut vraiment gêner Jokic, qui n'est pas un grand défenseur, et surtout ça va être de lui faire provoquer des fautes. Et on va rester là, on va passer à mon joueur Factor X pour Portland. Et c'est Carmelo Anthony qui a un lien, voilà, comme Nurkic, qui a un lien avec cette franchise de Denver, puisque c'est là qu'il a fait ses débuts dans le Colorado. Et Carmelo Anthony, je pense, c'est un peu le joueur Factor X par excellence. Maintenant qu'il a été placé cette saison en tant que 6e homme des Blazers, plus la saison avançait, plus c'était vraiment l'homme fort du banc, sans que en gros, si Carmelo Anthony n'avait pas de réussite au tir, il n'y avait pas beaucoup de points qui venaient de la seconde unité. Donc, je pense qu'il il va falloir des mélo games. Et je pense qu'il en est largement capable. Même si on l'a dit, il y aura un gros fond de courte. Donc, il aura des joueurs comme Aaron Gordon, comme Jamichael Green sur le dos. Donc, ça ne va pas non plus être très, très évident. Mais Portland devra, pour moi, compter sur peut-être pas un très grand Carmelo Anthony, mais un bon Carmelo Anthony, notamment avec des bons pourcentages au tir à 3 points. Ouais, je suis d'accord. Moi, sans rentrer trop dans la comparaison, son rôle, il me fait penser à celui de Rodney en 2019, quoi. J'ai envie de dire, s'il peut nous apporter ça, c'est parfait. Et on a vu à quel point l'apport de Rodney en 2019 avait été ô combien précieux, notamment dans le Game 3 qui a été mémorable avec 4 prolongations. Et on termine avec ton joueur Factor X, pardon, de Denver, Romain. C'est aussi un ailier. Ouais, c'est Michael Porter Junior, et franchement, c'est vraiment une interrogation parce que en attaque, il peut carrément nous faire chier, quoi. Et je sais, voilà, il est grand, il est super dur à défendre, et il shoot extrêmement bien depuis qu'il est titulaire. Donc c'est vraiment une menace incroyable, mais ça peut aussi être une aide pour nous en défense. Je ne sais pas du tout ce qu'il en est de sa défense actuellement. Et peut-être que c'est une mismatch qu'on va vouloir, qu'on va cibler de notre côté. De son côté, il a dit qu'il était prêt, qu'il voulait dès le match 1, en gros, mettre sa patte sur la série. Bon, du coup, franchement, voilà, j'attends juste de voir de quel côté la pièce va tomber, quoi. Est-ce que c'est ce qui va nous faire mal, ou est-ce qu'il va faire mal à son équipe sur le côté défensif? Est-ce que pour ses premiers playoffs avec Denver, Adrien, rappelons que c'est ça. Alors, ça fait 3 ans qu'il est en NBA, mais c'est seulement la 2e saison qu'il joue réellement. Il était did not play toute sa saison rookie. Est-ce que tu le vois pour ses premiers playoffs avec un très grand rôle, être la 2e option derrière Jokic, tenir son rang? Ouais, clairement. Moi, c'est un joueur que j'adore. L'homme est un peu. On sait qu'il y a aussi des antécédents aussi. Il y a des images qui traînent aussi où il y a un majeur qui est passé aussi sur la série 2017 pour 2018, pardon, pour ceux qui savent. On sait que c'est un joueur aussi qui est beaucoup dans le trash talk et ces choses-là. Mais le joueur en tant que tel est juste trop fort, quoi. Comme tu l'as dit, il a raté sa première saison parce qu'il était blessé toute la saison. Donc c'est pour ça qu'il était drafté en 15. Mais il était attendu toute la saison comme le first pick. Et c'est un joueur qui peut prendre vraiment chaud à 3 points. Donc qui va être très 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 dur à défendre, et c'est aussi en grande partie pour Michael Porter, je l'ai dit pour Jokic, mais c'est aussi en grande partie pour Michael Porter Jr. que je pense qu'un joueur au profil de Rondale Jefferson va être si important, parce que Rocco, je pense que ça va être l'affaire de Robert Covington, clairement. Michael Porter Jr. Après ça va pas être que du homme, mais je pense que ça va être l'affaire de Robert Covington, et il est aussi très très grand. C'est un joueur qui est streaky, qui peut
vraiment mettre beaucoup de shoots à 3 points d'affilée et qui est aussi très très grand. Donc nous, on va se retrouver avec une traction arrière avec Norman Powell en 3 qui est tout petit. Va falloir trouver des ajustements et ça peut créer des mismatchs. Et c'est pour ça que je pense qu'il y aura des choix forts il y a des choix forts je pense, Stotts doit faire, comme introduire, pourquoi pas, Randall Jefferson, notamment pour combler et pour essayer de freiner Michael Porter Jr., qui, je pense, sera la vraie deuxième option offensive et peut tourner à plus de 20 points par match sur cette série sans problème. On peut rebondir sur ce point que je trouve très intéressant. Est-ce que toi aussi, Romain, tu penses que c'est Covington qui va défendre sur Michael Porter Jr.? Personnellement, je pense que Terry Stotts va commencer la série en mettant Norman Powell dessus. Je m'explique, je pense qu'il préférera. On sait que Robert Covington, c'est un joueur qui est très bon en aide, qui a des mains très rapides, qui est pas forcément, au contraire, qui est pas forcément le plus rapide au niveau du bas du corps. Est-ce qu'il va pas privilégier le fait de laisser Robert Covington on va dire un peu en quarterback de la défense, j'ai envie de dire, pour aider sur les pénétrations adverses et on va dire prendre le risque de mettre un joueur plus petit avec Norman Powell, sachant que Michael Porter Jr., même s'il est très grand, il n'a pas forcément un jeu au poste. C'est plutôt un joueur qui joue en face-up avec ses qualités de pull-up. Pour toi, avec qui Portland va commencer à défendre sur MPJ, Romain? Moi, je voyais Rocco aussi. Tout simplement parce que en gros, c'est leur deuxième option offensive et que nous, on a besoin pas de l'éteindre, mais de le ralentir le plus tôt possible, quoi. Il ne faut pas le laisser prendre chaud parce que sinon c'est fini, quoi. Après, je suis sûr que Norm, il peut prendre la tâche sur quelques séquences, mais je trouve que le déficit en taille, il est quand même assez important, quoi. Je crois que Norm est mesuré à 90, alors peut-être qu'il est un peu plus grand dans la réalité. Mais MPJ, je crois qu'il est à 2,10, quoi. Donc, ça me paraît compliqué, quoi. Alors après, c'est sûr que Norm peut le faire chier au niveau des appuis, le bousculer et tout, mais je partirais sur Rocco au départ, quand même. Et on ne l'a pas mentionné, on aurait pu potentiellement le mentionner comme un facteur X, un peu comme à l'image de Randall Jefferson, mais c'est là aussi où un Derrick Jones Jr. potentiellement peut aussi défendre sur Michael Porter Jr. À voir si Terry Stotts fera le choix de faire revenir dans la rotation Derrick Jones Jr. qui est complètement sorti là sur le push de fin de saison. Jokic and the rebound. Throws it ahead. Murray down the court. Shot block. Oh, McCollum with a block. Craig isolated on McCollum. 8 to shoot. McCollum will drive. Pushback jumper. It's good. CJ McCollum with 37. And it's back to 3. McCollum, another big time basket. On peut passer un peu à la dernière grosse partie consacrée à l'analyse de cette série. On va débattre de questions que chacun de nous, on se pose un peu à propos de cette série et où on n'a pas forcément la réponse. On va demander un peu aux deux autres collègues de nous éclairer là-dessus. Et on va commencer avec ta première question, Romain, qui sonne un peu comme le yin et le yang. Du coup, moi, ma question, c'est de savoir qui est le meilleur joueur de la série. Est-ce que c'est Damian Lillard ou est-ce que c'est le probable futur MVP, Nikola Jokic? Moi, je vote MVP. Et toi, Adrien? Alors, est-ce que la question c'est de savoir si Damian Lillard est un meilleur joueur que Nikola Jokic, ou est-ce que la question c'est de savoir quel joueur va le plus briller sur cette série? J'entends comme le joueur qui, à l'instant T, là, tout de suite, maintenant, enfin, au début de la série, au Game 1, qui est le meilleur pour l'instant. Enfin, au début de la série, qui est le meilleur? Je ne sais pas si Romain, tu le voyais comme ça. Ouais, c'est ça qui aura, je sais pas, qui est le patron, quoi, en fait, qui va prendre en main la série, quoi. Alors, si on fait un classement à l'instant T de savoir qui est le meilleur joueur entre Lillard et Nikola Jokic, je pense que ça se vaut. Maintenant, quel est le joueur qui va le plus briller sur la série? Pour moi, c'est Lillard. Parce que pour moi, même si Nurkic n'est pas le meilleur défenseur qui soit, avec Yusuf Nurkic et avec la profondeur de banc qu'on a, j'ai cité Randall Jefferson, mais Robert Covington est aussi capable de switch et de défendre sur des pivots. On l'a vu, il a fait beaucoup de fois cette saison, il le fait depuis beaucoup de saisons maintenant.
Je trouve que Denver a moins d'atouts pour défendre Lillard. Lillard est un joueur qui a plus d'expérience en playoff que Nikola Jokic. Denver, ils ont passé une seule série de playoffs. Donc Jokic a passé une seule série de playoffs dans sa carrière. Donc je pense que Lillard a plus de repères. Lillard est dans une forme stratosphérique. Jokic aussi, hein, il est MVP, donc il est sur même une saison stratosphérique. Mais pour moi, on a plus d'atouts. Pour moi, on a plus d'atouts pour contenir Jokic que ça ne peut être le cas pour Denver pour contenir Dame. Et pour moi, Dame a plus de références en playoff que Jokic. Donc, moi, je donnerais l'avantage à Dame sur ce point-là. Moi, c'est vrai que je suis d'accord aussi. Si on prend un peu globalement on va dire l'ensemble de la carrière des deux, je mettrais Lillard devant. Mais là, juste sur cette saison, qui est d'un très haut niveau pour Lillard, mais peut-être un tout petit peu en dessous de ce qu'est vraiment le firmament, on va dire, de Damian Lillard. On sait qu'il a été un tout petit peu blessé, là ça va mieux, mais il a connu un peu quelques ennuis cette saison. Et puis bah voilà, vous l'avez déjà dit, je ne vais pas rajouter Nikola Jokic, c'est une saison de MVP qui nous sort. Il est tout simplement incontrôlable sur un terrain de basket quand il est en attaque en tout cas. Donc après voilà, comme tu l'as dit, c'est even, mais je mettrai légèrement devant Nikola Jokic. En fait, Qui t'a convaincu, Romain? Franchement, moi, j'ai tellement du mal à les partager. La seule question que je me pose un peu, c'est que je sais qu'en playoff, les équipes adverses ont tendance à envoyer, à tout envoyer sur Lillard, des blitzés, des 2+1 et tout ça. Et j'ai l'impression que nous, on est moins capable d'envoyer, de piéger Jokic, en fait. Mais ça, c'est plus du coaching que juste le niveau individuel des deux joueurs. Alors après, on peut passer justement à… Tu parlais de contenir les stars des deux équipes. Et ben, Adrien, toi, tu te demandes… vas-y, je te laisse poser ta question. C'est un peu du même acabit. Ouais, en fait, ça va avec ma question. C'est-à-dire que, du coup, moi, je me demandais comment est-ce qu'ils allaient faire pour contenir Lillard parce qu'ils ont peut-être, on a pour moi plus d'options offensives à contenir ça va être plus compliqué pour eux de se focus sur Lillard. Et ma question c'était, est-ce que Denver a vraiment les armes pour contenir le trio Lillard, McCollum et Powell? Ouais, je pense que ça va être compliqué pour eux parce que on l'a vu, c'est que des fois, non, il est discret, mais tout d'un coup, il arrive, il te met 10 points. Et en fait, 10 points, il provoque genre de fautes. Enfin, il y en a toujours un qui va briller. On n'est plus. Enfin, c'est vraiment, je trouve, un bon transfert au niveau offensif parce que on n'est plus dans le truc où euh, quand Dame est pris, on demande forcément systématiquement à CJ de briller. Maintenant, c'est un des deux et ça arrive vraiment en fait. C'est pas aléatoire quoi. C'est que c'est tellement difficile qu'il y en ait genre 2 sur 3 qui soient off quoi. Donc moi, pour moi, ils n'ont pas vraiment les armes quoi. Ou alors vraiment tactiquement, ils sortent un truc de fou, mais ils ont aussi des problèmes défensifs avec peut-être Jokic, avec peut-être MPJ. Donc je vois. Enfin, pour moi, ça va être compliqué pour eux. Ouais, je suis un petit peu du même avis, même si je trouve qu'ils ont des joueurs quand même intéressants sur le backcourt. Un joueur comme Shaquille Harrison, c'est plutôt un bon défenseur. J'aime bien aussi le PJ Dozier qui, je trouve, a fait là, avec l'absence de Murray, a pris des bonnes minutes. Montemory, c'est un joueur aussi intéressant, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment ils ont pas de lockdown de défenseur, quoi. Donc, et forcément, ces joueurs-là vont pas jouer des 30 minutes. Donc, il y aura des moments où McCollum, et surtout là, c'est là où l'apport de Powell est précieux par rapport, par exemple, à un Gary qui n'a pas forcément sa capacité de drive, ni de comment dire, de pull-up. Donc, ouais, je pense aussi qu'ils vont vraiment avoir des difficultés à contenir ce trio offensif. On va peut-être continuer avec… justement, là, on parlait un petit peu des remplaçants de Denver. Adrien, tu te posais aussi une question sur les bancs des deux équipes et comment ça va tourner. Ouais, on a vu beaucoup de rotations cette année pour Terry Stotts. On s'est posé la question des joueurs qu'ils allaient aligner. Pour vous, la question elle est simple et peut-être que moi je donnerai mon avis après, mais quelle sera la rotation sur la série? Quelle rotation va mettre en place Terry Stotts sur cette série-là? Moi, je pense qu'on va voir la rotation qui était là sur les 20 derniers matchs. C'est-à-dire, on va dire Melo à 20-25 minutes. Kanter plutôt
plutôt autour des 15 que des 25 qu'il a pu, 20-25 même quand il y avait un peu le retour de Nurkic qu'il a pu prétendre. Et il y aura un petit peu d'Anthony Simons. Et j'espère, comme on l'a dit, que peut-être Randa Hollis Jefferson et Derrick Jones Jr. auront quelques minutes à certains moments, parce que je trouve qu'on peut vraiment, avec l'arrivée maintenant de Norman Powell, je trouve qu'on peut vraiment les incorporer. Et c'est dommage peut-être qu'on ne l'ait pas vu sur la fin de saison. Et là, peut-être qu'on le verra pour les playoffs. Ouais, bah, connaissant Terry Stotts, on débutera avec la rotation classique qu'on a vue à 8. Même si j'aimerais qu'il surprenne l'adversaire, j'y crois pas. Et par contre, si Jokic est vraiment stratosphérique, je pense que les minutes de Kanter peuvent fondre au soleil très rapidement. Ok, bah moi du coup pour répondre à ma propre question, moi je pense que d'entrée, même si évidemment Terry Stotts on l'a été décrit toute la saison, moi j'étais pas le dernier pour ça, je pense vraiment que pour moi il y aurait une adaptation tout de suite et que avec le front de court des Nuggets pour moi dès la première rotation, le premier buzzer qui retentit, pour moi t'as soit Rondale Jefferson, soit Derrick Jones Jr., voire Nasir Little, mais je pense pas tout de suite. Mais je pense qu'il aura son rôle à jouer, Nasir Little, là-dedans. Mais je pense que voilà, tu peux pas te permettre d'arriver face au front de court de Denver avec Carmelo Anthony et Enes Kanter, Anthony Simons et McCollum plus Powell. Pour moi, tu es obligé d'incorporer un mec comme ça. Alors après, sur le dernier match de la saison contre Denver, ça me fait clairement mentir parce que du coup il a affiché cette rotation à 8 qu'on a eu sur toute la fin de la saison, mais je pense que moi on aura Rondale Jefferson, enfin on aura au moins un joueur du profil, soit Rondale Jefferson, soit Derrick Jones Jr., soit Nasir Little. Enfin j'espère et j'ai envie d'y croire en tout cas. Et si tu c'est crois pas tout de dès les suite, premiers changements? j'ai envie d'y croire dès les premiers changements. Ok, tu fais un gros Euh, pari sur Terry Stotts là quand même. je suis pas hyper optimiste, mais j'ai vraiment envie d'y croire, mais je pense que c'est parce que je le veux. Mais en fait, j'ai pas envie qu'on prenne les premiers matchs à la légère et qu'on commence à se dire, ok, ça a bien marché sur les 12 derniers matchs, parce que on le sait, on finit très fort, mais on finit avec quand même une opposition avec les grosses équipes qui étaient toujours affaiblies, d'autres équipes qui jouaient plus grand chose. Voilà, je pense qu'il faut pas prendre ça pour acquis et se dire, parce que ok, on a fait 10-2, et ben on va emmener cette rotation à 8 sur tous les playoffs. Là, on va se retrouver avec une équipe qui va être à fond, avec une équipe qui, comme on l'a répété plusieurs fois, le gros atout de cette équipe, ça va être le front court, Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Nikola Jokic. Pour moi, tu dois envoyer un soldat. Tu peux pas laisser Rocco tout seul sur les ailes à plus d'1 m 90 pour défendre ces mecs-là. Et donc j'ai envie d'y croire. C'est optimiste de penser que Rondae peut avoir des minutes alors qu'il n'a pas joué depuis 15 voire 20 matchs. Mais moi, pour moi, il doit jouer tout de suite, quoi. Et c'est intéressant parce que ça rejoint un peu une des questions de Romain sur le coaching notamment. Ouais, c'est sur qui va s'adapter en premier et en gros, qui va dégainer Enfin, en gros, nous, on part avec une small line-up. On sait que Denver est capable de mettre sur place une tall line-up avec MPJ en 2. Je crois qu'il y a un moment, il a fait Jokic, Millsap, Gordon, MPJ ensemble sur le terrain. Et donc, en fait, moi, j'ai envie de savoir qui va dégainer en premier. Ou est-ce que Tots va devoir s'adapter à la tall line-up, mettre des ailiers? Ou est-ce que c'est plutôt Malone qui va devoir faire entrer des petits? Donc, on a dit, je ne sais pas, Barton, PJ Dozier, Shaquille Harrison. Est-ce qu'ils vont devoir mettre sur le terrain Shaquille Harrison, par exemple, tu vois, rapidement dans la série? Donc voilà, c'est la question que je me pose et j'aimerais bien que cette fois-ci, Terry Stotts soit l'agresseur et ça soit lui qui propose l'adaptation en premier, quoi. Intéressant, ouais. Pour ma part, je pense qu'on va vraiment partir sur en tout cas pour les 2 premiers matchs, sur cet affrontement des forces, on va dire, entre, tu l'as dit, la small line-up de Portland, avec notamment son trio de guard face au tall ball un peu des Nuggets, qui ont en plus, là pour le coup, je trouve dans de leur composition avec des grands joueurs, autant, bon voilà, Portland, quand ils vont jouer petit, on sait avec qui ils vont jouer. Autant Denver, ils peuvent un peu faire un peu ce qu'ils veulent parce qu'on l'a pas dit, mais aussi à la trade deadline, ils ont pris Javal McGee. On l'a dit, ils ont Aaron Gordon, ils ont aussi Michael Green, ils ont Paul Millsap. Donc je pense que vraiment Mike Malone a des possibilités et je pense que c'est peut-être lui qui va bouger en premier par rapport à voilà, on connaît notre Terry Stotts pour l'avoir depuis plus de 9 ans.
Moi, je pense que c'est Mike Malone qui va dégainer ses cartes en premier. Ouais, bah, moi bon, j'ai envie d'être optimiste, mais c'est vrai que comme l'a très bien souligné Lilian, Terry Stotts, c'est pas un coach qui réagit pendant un match. C'est un coach qui réagit d'un match à l'autre. Donc c'est aussi fort possible que on se retrouve au match 2 avec une rotation qui est complètement différente, mais j'ai pas envie que on soit dans la réaction comme l'a dit Romain aussi tout à l'heure, c'est qu'il est souvent dans la réaction. J'ai pas envie qu'on soit là-dedans. Euh, mais je reste persuadé qu'on a un effectif qui nous permet de montrer des visages différents. On a, je trouve, une vraie profondeur de banc sur ce poste d'ailier qui, je le répète, mais pour moi va être déterminant. Et, euh, et voilà. Et comme l'a dit très bien, comme l'a très bien dit aussi Lilian, si Melo commence à 1 sur 10, etc., ça va être très compliqué. Donc va falloir aussi trouver, va falloir, va- pour moi, il ne va pas falloir ne miser que sur l'attaque. Parce que si on regarde la rotation, les trois joueurs qui sortent du banc, c'est Anthony Simons. J'adore Anthony Simons, mais et il fait des progrès dans ce secteur-là, mais c'est pas du tout un grand défenseur. Melo est loin d'être un grand défenseur. Mais pour répondre à la question, oui, je pense que Mike Malone est un peu plus couillu et un peu plus capable de faire des ajustements rapidement. Mais même si j'ai envie de croire à Rondale Jefferson tout de suite, dès la 8e minute de la rencontre. Parlant d'ajustement, moi j'avais une question un peu très, très terrain. Est-ce que Portland va décider de trapper Nikola Jokic? Parce que dans cette configuration où Denver est complètement héliocentré sur son pivot, qui gère toute l'attaque, il le faisait déjà beaucoup avec Jamal Murray, mais là bah, c'est encore pire. Mais ça marche pour Denver, en tout cas ça marche pour le moment. Est-ce que vous pensez que Portland va donc jouer des prises à deux sur Jokic? C'est pas si évident que ça parce que quand tu dis prise à deux, bah, tu dis que c'est le pivot et le meneur qui défendent qui vont souvent quand il y a un pick and roll, mais Lillard pour trapper, c'est pas voilà, il y a rien à dire de plus. Euh, et pourtant, en regardant un tout petit peu les confrontations cette saison, je trouvais que justement Portland qui a l'habitude de jouer en drop, c'est-à-dire en attendant enfin le pivot qui reste dans la peinture, je trouvais que Nurkic montait très haut. Je me dis que peut-être on pourrait jouer les prises à deux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bah, pareil, moi j'aimerais qu'on fasse quelque chose. J'aimerais ouais, alors Mais est-ce avant qu'on de est te capable laisser de. poursuivre, est-ce que ce serait pas, je me contredis peut-être un peu, mais est-ce que ce serait pas une fausse bonne idée de trapper Jokic? Dans le sens où il peut avec sa vision de jeu, il peut te punir et servir ses coéquipiers. Effectivement, c'est acquis tout double parce qu'il est vraiment très fort et j'ai jamais vu encore vraiment d'équipe capable enfin, de lui mettre ce genre de dispositif et qu'il s'en sorte pas. Mais j'ai quand même envie qu'on le fasse juste pour, on va dire, amener de la surprise en fait. Ne pas le laisser dans un confort et le laisser s'installer trop facilement dans la rencontre. Enfin, c'est sûr qu'après, on peut se demander si on est capable de le faire et de le faire bien. Mais cette année, on a quand même vu que parfois, on allait trapper, alors peut-être plutôt des joueurs extérieurs. Mais j'aimerais qu'on fasse quelque chose en fait et qu'on laisse pas en fait les équipes. Elles osent faire inventer des trucs sur Lillard, mais nous, on n'ose pas. Donc j'aimerais qu'on ose quelque chose, quoi. Alors peut-être que ce sera autre chose que trapper. Enfin, je sais pas, mais j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Pour faire le relais, Adrien, c'est vrai que on a vu parfois cette saison de Portland défendre très haut sur le porteur de balle adverse. Je me rappelle notamment de séquences quand Harry Galt jouait en début de saison, vu qu'il était pas assez costaud pour résister dans la peinture, on le faisait sortir loin. Et est-ce que justement, trapper sur Nikola Jokic, c'est pas là l'occasion, on en parlait, de faire rentrer un joueur comme Ronda ou Lee Jefferson qui a cette capacité, lui, à sortir très loin à sortir très loin et à défendre un peu partout sur le terrain. Je pense que si c'est Randall Jefferson le match-up, Jokic va jouer en bas et va demander la balle à ce moment-là et va le jouer au poste. Par contre, sur le match-up classique où il va se retrouver face à Nurkic, je pense pas qu'on le verra tant que ça à 3 points. Je pense qu'on va surtout le voir en tête de raquette, en distributeur numéro 1. Et à ce moment-là, comme tu l'as dit, je pense que c'est une fausse bonne idée de venir le trapper dès qu'il reçoit le ballon. Ça serait lui donner enfin, ça serait pas lui donner trop d'importance, mais ça serait donner trop peu d'importance à sa vision de jeu et aux armes offensives que sont les joueurs autour de lui. Par contre, sur un pick and roll, où là Jokic va être en mouvement, là je pense que c'est une très bonne idée de le prendre par surprise et de tenter des choses comme l'a très bien dit Romain. Et parce qu'à partir du moment où il est en mouvement, si tu le prends de surprise,
Là, par contre, la passe, elle va être moins vive que si tu viens le trapper alors qu'il a les pieds au sol et qu'il reçoit le ballon et qu'il n'est pas en mouvement. Ou là, en un éclair, il va trouver un joueur ouvert et c'est terminé. Mais sur le pick and roll, c'est sûr qu'il va falloir tenter des choses. C'est sûr qu'il va falloir tenter des choses, il va falloir qu'il y ait du mouvement. Et j'aimerais aussi voir des choses, comme l'a dit Romain, parce que sur Dame, tu as toujours du blitz, tu as toujours des choses. À chaque fois, il a un traitement différent. Des fois, il a 2 joueurs, des fois, il a 3 joueurs. Les coachs tentent des choses et il va forcément falloir tenter des choses sur sur Jokic, mais pas trop non plus lui donner de l'importance et sous-estimer ce qui se fait autour. Je pense qu'il faut aussi faire confiance à Nurkic et voir comment les matchs évoluent. Si on voit que sans venir trapper dès le début, il commence doucement. Par contre, en fait, il faudra de l'adaptation et il faudra aussi s'adapter en fonction de son rythme. Et s'il commence à prendre très très chaud, là par contre, il va falloir le prendre au sérieux. S'il commence doucement, là par contre, faudra de l'adaptation en fonction de s'il prend chaud ou pas, quoi. Pour terminer cette série de questions, on termine avec toi, Romain, qui te pose un peu une question philosophique qu'on a déjà évoquée, mais vas-y, on peut en dire un mot. On a déjà un peu répondu, mais en gros, c'était de savoir qu'est-ce qui importait le plus entre la dynamique, nous, ou les certitudes tout le long d'une saison comme Denver. J'ai pas forcément la réponse tout de suite, mais je dirais que de toute façon, pour nous, c'est forcément intéressant vu d'où on partait et vu la catastrophe qu'on a évitée juste avant notre super série, quoi. Si on peut mettre peut-être un peu en défaut notre rush de fin de saison, c'est ce que tu disais un petit peu, Adrien, en suspens, c'est qu'on n'a pas battu alors on a battu des grosses équipes, mais qui n'ont pas forcément joué le jeu sur la fin de saison, ou qui avaient des joueurs qui n'étaient pas là, et les autres équipes qu'on a battues, soit elles étaient trop faibles, soit elles ne jouaient plus rien. Donc je sais même pas si sur les 20 derniers matchs, on a peut-être enchaîné 15 victoires, mais est-ce que sur ces 15 victoires, il y a un peu voire il y en a peut-être une des victoires références, mais est-ce qu'il y en a même 2? Je sais pas. Ouais, moi je pense que cette dynamique-là, elle va être quand même très intéressante. Mais elle va être très intéressante si, comme je l'ai dit, Stott ne se base pas à 100% sur ces 12 derniers matchs qui, comme tu l'as dit, Lilian, étaient contre des équipes pour certaines affaiblies et pour d'autres sans enjeu. Pour moi, c'est très bien, mais si Stott est capable de s'adapter et de ne pas rester sur cette rotation à 8 qu'on a eu sur les 12 derniers matchs de la saison. Ouais, j'ai envie de dire, même limite, le match le plus intéressant de toute cette série, c'était la défaite face aux Suns, où eux étaient à fond, on était à fond et on les a regardés dans les yeux. Alors, il y a la défaite à la fin, on connaît le contexte, les lancers ratés, etc. Mais cette défaite-là, elle est plutôt rassurante. On était en back-to-back après avoir joué le Jazz à l'extérieur et on a répondu. Mais cette défaite-là, elle aussi, je pense aussi, elle a dû sauter aux yeux à Stotts et à son staff, c'est qu'on a vu des trucs en défense un peu bizarres où on a vu Chris Paul être sur du mélo, sur du canter. Et donc, je pense qu'il y a pas mal d'enseignements à tirer, comme dit Adrien, pour ne pas forcément commencer avec les 8 même. Et on va évidemment conclure cette preview avec un petit instant pronostic mais aussi projection. D'abord, messieurs, petit tour de table rapide du résultat final et donnez-moi en quelques phrases un peu le scénario de cette série. On commence avec toi, Adrien. Le scénario de cette série, on perd le Game 1 parce que Terry Stotts ne s'est pas adapté. On perd le Game 1. Ensuite, on prend le Game 2 avec un gros match collectif sans forcément qu'il y ait d'individualité qui se démarque. Et ensuite, on prend les 2 à la maison avec 2 Dame Game et Blazers in 6. 4-2. Allez, très optimiste. Je vois ça. Est-ce que tu partages le même élan d'optimisme, Romain? Pour la série, d'accord, oui, non, je vois quelque chose de très serré. Une série en ping-pong avec des équipes qui se répondent, c'est du 50-50. Pareil, ils prennent le match 1, on prend le deuxième, on prend le troisième chez nous, ils prennent le quatrième. Et en gros, ça finit sur un match 7 à Denver. Et là, je mets quand même une pièce sur nous avec. Le beau jeu avec un Game 7 encore à l'extérieur, c'est vrai que ça fait envie, surtout quand on s'en rappelle le scénario de la demi-finale de conférence d'il y a 2 ans.
Pour ma part, ce qui me fait peur, c'est que j'ai confiance dans les Blazers. Et d'habitude, c'est plutôt eux qui me surprennent. Tellement confiance que je les vois gagner 4-2. Alors bon, je ne sais pas. J'ai presque envie de dire qu'on va perdre. Comme ça, je vais être surpris positivement. Mais je pense vraiment que déjà, c'est la meilleure match-up possible pour Portland, les Nuggets. Mais aussi, à la fois, les Nuggets, je pense qu'ils n'ont pas peur de jouer les Blazers. Donc voilà, mais pour tout ce qu'on a dit avant, pour moi aussi, les Blazers sont favoris et pourraient l'emporter 4-2. En tout cas, j'ose espérer. Alors, messieurs, vu qu'on est très optimistes pour Portland, c'est-à-dire qu'on les voit déjà passer ce premier tour, est-ce que vous les voyez aller plus loin, sachant qu'en étant 3-6, on joue le vainqueur du premier tour entre le deuxième et cette fois pas le septième, enfin peut-être le septième, mais c'est pas encore totalement. Enfin si, c'est sûr en fait vu que les Lakers ils ont gagné déjà. En fait, je dis n'importe quoi. Donc ce sera le vainqueur de Suns Lakers. Alors déjà, quel horizon vous voyez pour les Blazers après ce premier tour, Romain? C'est très compliqué parce qu'entre les Suns et les Lakers, moi personnellement, je tiens les Suns en haute estime. Je les trouve forts. Maintenant, mais LeBron en playoff, ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir LeBron et Anthony Davis? C'est extrêmement compliqué. Pour nous, je croise les doigts pour que les Suns fassent un coup. Parce que s'ils le font, ça veut dire qu'ils arriveront peut-être aussi fatigués que nous au second tour. Maintenant, si jamais les Lakers passent et passent, on va dire, facilement avec on va dire, toute la confiance qu'ils vont engranger, et finalement, s'ils sont en bonne santé, ça veut dire qu'ils seront frais aussi. Pour nous, je pense que ça serait très très dur de passer les Lakers. Donc pour moi, ça dépend beaucoup de la match-up qu'on va avoir en demi si on passe. T'es du même avis, Ouais. Adrien? Je pense que tu aurais peut-être une petite préférence pour qu'on joue les Lakers, on va dire nos meilleurs ennemis. Je sais pas. Si dans l'éventualité où on croiserait les Lakers en demi-finale de conférence, ça voudrait dire qu'ils sont quand même bien mis en route. Parce que moi, j'ai une haute estime comme Romain pour les Suns. Et si ils parviennent à battre les Suns, ça voudrait dire qu'ils sont vraiment en route et que LeBron, ça y est, il est lancé, les Lakers sont lancés et là, ils vont commencer à devenir vraiment très dangereux. Donc, ça serait une mauvaise chose de les croiser parce que ça veut dire qu'il y a une grosse montée en puissance. J'ai aussi Évidemment, je préfère prendre les Suns, mais ça va être très difficile si on prend les Suns aussi. Mais comme le scénario que j'ai dit juste avant, je pense qu'on perd le premier match et dans l'éventualité où on passe les Nuggets, pour moi, il y a vraiment un truc qui clique pendant la série. Il y a un truc qui se passe dans l'effectif et on est capable de tout. Je pense que si on sort les Nuggets, c'est que vraiment il se passe un truc collectivement. Et s'il se passe un truc collectivement, on est capable de sortir tout le monde. Donc moi, je vais être très optimiste et dire qu'évidemment, on va aller en finale de conférence. Je vais quand même dire finale NBA. D'abord finale de conférence, ensuite finale NBA et ensuite champion NBA. Il faut pas griller les étapes. Voilà. Non, pas. Je vais pas répéter tout ce que vous avez dit. C'est vrai que je pense que les Lakers c'est vraiment la pire match-up possible. Même si voilà, les Suns font une très belle saison, on a, je pense, un peu plus de réponses, ou en tout cas, on a des réponses qu'on ne peut pas avoir face au poison des Lakers. Donc voilà, après pour une projection, je n'ai pas vraiment d'idée, mais j'ai plutôt une question là qui me vient. On ne l'avait pas forcément prévu, mais quel parcours permettrait à Terry Stotts de sauver sa tête? Je recontextualise. Il y a 20 matchs, on parlait d'un Terry Stotts viré à la fin de la saison. Il y a eu ce rush de fin de saison habituel qui peut-être redore un peu l'image de la régulière. Mais là, en play-off, quelle épopée permettrait à Terry Stotts de sauver sa tête? Moi, je pense que ça va. Enfin, déjà, je pense qu'il y a un stade quand même à passer minimum. C'est-à-dire que s'il n'y a pas au moins finale de conférence, c'est dehors tous les jours. Et après, ça va dépendre de la manière. C'est-à-dire que si on se retrouve en finale de conférence et que vraiment, genre, t'as Game 7, on joue super bien et tout. Et même là, je trouve que c'est chaud. Parce qu'on est quand même sur, pour moi, une fin de cycle et on a besoin d'un nouvel élan. Donc, en vrai, c'est très très dur. J'ai limite envie de dire finale NBA, en fait, presque. J'ai limite envie de dire mieux que ce qu'on a fait depuis le début. Et ce qu'on a fait il y a 2 ans, c'était finale de conférence. Mais si on sort des finales de conférence où
il y a la manière, et même on sort sur un Game 7 avec la manière. En fait, j'ai plus envie de dire que c'est la manière qui va compter plutôt que le résultat, mais au moins finale de conférence. C'est-à-dire s'il n'y a pas finale de conférence, pour moi, c'est dehors dans tous les cas. Avant de te laisser la parole, Romain, pour moi, il n'y a que le résultat cette fois. Parce que Terry Stotts a été trop de fois sauvé par la manière où les Blazers se sont souvent bien battus. Et donc, on a dit, bah, on n'était pas si loin. Donc on le garde parce que ça clique plutôt bien. Là, en tout cas, là, pour moi, c'est un souhait que le front office ne doit se baser que sur le résultat final. Romain, toi, tu penches d'un côté ou de l'autre, tu es un peu entre les deux. Bah, non, je vous rejoins un peu tous les deux. Je pense que de toute façon, pareil, s'il n'y a pas finale de conférence, c'est mort. Je pense même que si la manière va compter pour moi, même dans les victoires, en fait, quoi. Si on montre qu'on n'est pas, qu'on a zéro marge, par exemple, on passe Denver 4-3 à l'arrache et qu'on se fait taper par les Suns, mettons, re 4-3 et qu'on s'est bien battu, je pense qu'en fait, ça suffira même pas. Il faudrait qu'on montre qu'on ait une belle marche, qu'on est capable de. Enfin, voilà, qu'on soit capable de taper tout le monde, quoi. Alors que pour l'instant, on n'a pas vu ce truc-là, quoi. Mais pareil, je pense que s'il n'y a pas les finales NBA, ça va être tellement compliqué. En plus, apparemment, enfin, de ce que j'ai vu, là, Lillard a dit que il comprendrait qu'il y ait une fin de cycle. Donc, s'il a même plus le full soutien des joueurs et tout, enfin, faut un petit miracle, je pense. Et je pense que même s'il y a finale NBA, c'est la fin d'un cycle, en vrai. Je l'ai jamais dit sur toutes les saisons dernières, ça fait 9 ans qu'il est là, il arrive en même temps que Lillard, en même temps que Nailochi. C'est un des coachs qui a le plus d'années en activité. Je pense vraiment que c'est la fin d'un cycle. Je pense que même s'il y a finale NBA, c'est la fin d'un cycle. Je pense qu'on a besoin d'un autre coach pour vivre un nouveau cycle tout simplement et vraiment partir sur de nouvelles bases pour permettre à Dame de vivre une fin de carrière parce que ça y est, je pense qu'il est vraiment dans sa deuxième partie de carrière. Qui vraiment, voilà, qu'on rebondisse. Je pense que dans tous les cas, il y a une fin de cycle. Pour toi, Lilian, par exemple, vu que tu disais qu'il n'y a que le résultat pour toi qui compte, s'il y a finale de conférence, tu le gardes. Et s'il y a finale NBA ou. Enfin, voilà, quel seuil pour toi il faut atteindre absolument s'il faut le garder? C'est là où je te trouve un peu exigeant. Pour le coup, s'il y a finale NBA, pour moi, tu le gardes. Le mec t'emmène en finale NBA, ça veut dire que au Ouais, mais minimum, il regarde. a tapé enfin, je veux dire, sur 3 matchs, ça veut dire qu'il aura. Autant pour se qualifier en finale de conférence, tu peux passer un petit peu. T'as un petit peu de chance sur on va dire, pas le tirage, mais les équipes sur lesquelles tu tombes, et t'as un coup de chance un peu comme en 2019. Si tu veux en Ouais, finale mais, NBA, c'est quand même que t'as tapé 3 grosses équipes. ouais, mais quelle va être sa patte sur le fait qu'on ait tapé ces équipes-là? Est-ce que c'est grâce à Stott si on va en finale NBA ou est-ce que c'est parce que Dame aura réalisé des playoffs exceptionnels qui ont fait qu'il a porté un peu l'équipe et sauvé un peu les fesses de Terry Stotts? Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi Non, sa je suis patte d'accord, mais qui sera importante. C'est pour ça que je parle de la manière. ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais je me dis, c'est quoi ton coach enfin, ton équipe va en finale NBA et tu vires le coach? Waouh, je pense je sais pas, les 29 autres équipes de la NBA, elles te regardent bizarrement, quoi. Après, voilà, je comprends tes arguments, mais bon, j'abuse un peu en disant qu'il y aura que du résultat. On va dire que pour moi, il y a 80% de résultats et 20% de manière. C'est sûr, si tu vas en finale de conférence, que tu te fais taper au bout, bon, allez, il peut y avoir des circonstances, mais voilà, on le dit, c'est un peu le mot d'ordre général avec Terry Stotts, c'est la fin d'un cycle, quoi. Donc, au bout d'un moment, il faut tourner la page, essayer de voir. Lillard n'a connu qu'un coach dans sa carrière. J'aurais des gros regrets s'il n'en a pas un second tant qu'il est encore dans son prime. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à rajouter sur ce point ou sur un autre point de la preview qu'on n'a peut-être pas fait. Et pourtant, ça va faire une bonne heure 10 qu'on discute. Donc, je pense qu'on a effleuré tous les sujets possibles. Mais allez-y si vous avez un dernier mot. Moi, juste pour rajouter sur la preview contre Denver, donc j'ai été effectivement très optimiste avec ce Blazers in Six, donc une victoire à 4-2. Mais pour parler des matchs, je pense que même si, enfin, peu importe le résultat de la série, je pense que ça sera à chaque fois des matchs très serrés. Je pense qu'il y aura très peu de blowout et il y aura très peu de matchs à plus de 10 points d'écart. Je pense que vraiment, on va vivre une série qui va être haute en couleurs et comme de toute façon c'est le cas avec Portland, à chaque fois tu vis des émotions et je pense que vraiment il y aura des matchs très serrés et au-delà du résultat de la série qui j'espère tournera en notre faveur.
Et en plus, on l'a mentionné, mais il y a plein de petites histoires autour de cette série. Alors, les joueurs veulent pas parler de rivalité. Moi, je pense quand même qu'il va y en avoir dans cette série. Ça va un petit peu s'invectiver, surtout si c'est Bien serré. sûr. Voilà, on a dit, il y a plein de petites stories autour. Nurkic qui retrouve les Nuggets qu'il n'avait pas joué lui en 2019 en demi-finale parce qu'il était blessé. Carmelo Anthony qui va faire son retour aussi contre Denver. Bref, il y a eu on l'a dit, il y a eu CJ. des histoires avec Michael Porter. Il y a plein de petites choses qui, je trouve, peuvent donner un peu de sel à cette série. CJ, ouais, on n'a presque pas parlé de CJ pendant cette preview, mais CJ, c'est lui qui tue Alors les que Nuggets c'était l'homme de il y a cette 2 ans. série. C'est clair. Donc CJ qui retrouve les Nuggets, on sait. Tu l'as dit aussi, tu l'as répété plusieurs fois sur d'autres numéros. CJ, c'est un joueur quand il a une équipe dans le viseur, à chaque fois qu'il va jouer contre eux, il va sur perf. Et pour le coup, il peut tout à fait sur perf contre les Nuggets, comme il l'a fait il y a 2 ans et où il a été le meilleur joueur de la série, tout simplement, on peut le dire. Et autant on peut discuter de son apport en saison régulière, mais en playoff, CJ, il a rarement déçu. Je n'ai pas forcément le souvenir d'une série où il passe complètement à côté. C'est clair. Eh bien, merci à vous, messieurs, Adrien et Romain, on a fait des analyses, je pense, très pointues pour celui-là. J'ai pris un grand plaisir à faire cette preview du premier tour des playoffs avec vous. En attendant, on vous donne rendez-vous à la fin de la série pour un nouvel épisode du Ripcast, en espérant qu'il s'agisse à nouveau d'une preview. Ça sera signe que tout s'est bien passé pour les Blazers face à Denver. En attendant, prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine. Bye bye. Salut. Ciao, ciao. Blazers in 6.